En fait, ça n'a pas été un projet, ça a été tout de suite un film. J'ai presque envie de dire qu'il est né d'un éblouissement, parce que ce lieu avait en même temps on pourrait presque parler d'une scénographie, et il avait une puissance qui en elle-même en faisait déjà comme une scène de théâtre, d'une certaine manière, cette colline constituée de monticules, de déchets parcourus par le vent, sillonnés par les oiseaux, et donc il y avait et ces hommes et ces camions, tout ça, faut créer un lieu d'une très très grande puissance. Et évidemment, tout ça n'aurait pas existé si, on aurait été dans un objet esthétique, si les personnes qu'on a rencontrées, qu'a rencontré Lina, n'avaient pas perçu quand même très vite que ces deux-là, cette caucasienne et ce français avec sa caméra, n'étaient pas là dans une logique journalistique de venir faire un coup, quoi. Parce que souvent, des équipes arrivent, débarquent, posent 3 questions et balancent ça sur YouTube. Là, jour après jour, ils nous voyaient. Et c'était une manière, pour eux, ça a été une évidence qu'ils étaient sous un regard et dans une écoute. En fait, il faut expliquer un petit peu ce que c'est comme pays, parce qu'on connaît assez mal ici en France ce pays, qui n'est pas très grand, mais qui a une place stratégique très importante entre la Chine et la Russie, et qui était le refuge, mais aussi la destination pour les peuples punis par Staline. Donc il y a une diversité incroyable des ethnies, des gens qui sont arrivés dans différents moments, des Ouïghours, des peuples caucasiens, des Coréens, des Allemands, etc., etc., etc. Et du coup, en fait, on a découvert ce lieu, c'est grâce à une copine kirghize. Et quand on a vu cette fumée, ce lieu incroyable qui vraiment incarne, je dirais charnellement, matériellement, la question qui me préoccupait, je pense que je ne suis pas la seule, mais toute une génération qui a vu s'effondrer l'URSS, l'État soviétique, qui a vu monter ce monstre de l'État putinien. Quand on a vu ce lieu, on s'est dit, et surtout les gens qui avaient des récits très très puissants, qui racontaient voilà, des différents destins de cet empire, on s'est dit, voilà, c'est le lieu où il faut filmer ces gens-là, et ça raconte beaucoup de choses, en fait. Там женщин, детей на штакетник одевали. Я в шоке сам был. Потом 3 месяца в психдиспансере в военном был. Потом опять меня восстановили, когда в себя пришел. Потому что я стрелял уже, все, что движется. Кошка бежит, кошку. Собака, собака. А ребенок, ребенка. Старик, старика. Женщина, женщину. Я уже не соображал ничего. Самый страшный бой под Грозным был. Там действительно страшно.
Это необъяснимо, рассказать не смогу я это. Просто тупо танками хоронили и все. Вот рота полегла, танки ходят, утюжат. Это никто не видел, это никто не знает. Это не вот, это надо увидеть. Если бы кто-нибудь вот в тот момент бы заснял, там вот так вот. Люди бегут, тут взрыв. Вот такая каша. Утром я встал, контуженный был. Мне это землей ударило. Я выключился. Утром очухался, я встал. Что кровь, что земля. Одного цвета было. On a rencontré des personnages qui incarnaient, selon moi, des personnages qu'on rencontre un peu partout dans l'espace post-soviétique, en fait. Et c'est un ancien soldat russe qui porte le sentiment de la culpabilité de sa propre monstruosité pendant des décennies. C'est une femme qui pleure ses enfants, qui porte toute la charge de la famille, qui doit se battre malgré tout ce qui lui est arrivé. C'est juste inconcevable, des tragédies inconcevables, mais elle continue de se battre pour les enfants qui sont restés en vie. Une adolescente qui aussi doit porter la charge de la famille très tôt, mais qui est juste éblouissante. Ce sont des figures que j'ai vues moi aussi au Caucase. Hein. C'est des figures pour moi tellement proches et reconnaissables que c'était comme des évidences. Hein. Effectivement, on a choisi des gens, mais chaque fois, c'était des gens incroyables, mais qui disaient beaucoup plus. Et ce qui est incroyable aussi chez eux, c'est que chaque personne avec qui on a fait des entretiens pouvait surmonter sa propre situation, sa propre douleur, et se penser justement, penser l'humanité, se penser, comment dire, dans le temps. Hein. C'est vraiment incroyable. La grande force des personnes que nous avons rencontrées, c'est que on n'était pas dans la plainte, c'était pas l'exhibition d'une misère, c'était l'expérience. Ils communiquaient d'humain à humain une expérience humaine forte et avec une conscience politique. Le mot n'est peut-être pas exact, mais en tout cas une conscience de ce que leurs paroles les dépassaient eux-mêmes. Et qu'ils étaient investis presque d'un devoir de parole. Hein. Oui, surtout parce que j'ai envie de dire que ce sont des figures qui sont invisibles aujourd'hui. On a très peu à ma connaissance, de documents produits sur ces femmes qui ont fait survivre à toutes les familles, sur ces hommes qui ont traversé des guerres et qui sont restés complètement traumatisés. On n'en pense pas. Hein, c'est sur ces enfants qui grandissent dans ces conditions. Je pense que c'était aussi ça. Ils sentaient qu'on reconnaît en fait leur invisibilité et ils se sentaient aussi responsables du coup de parler en fait, de porter cette parole. Il y a quelque chose dans la manière dont nous parle Alexandre, l'ancien soldat, qui ne peut pas aussi, pour quelqu'un de ma génération, ne pas évoquer les anciens du Vietnam, qui en ont pris plein la gueule, et sont revenus avec le sentiment d'avoir mené une mauvaise guerre. Et donc, qu'est-ce que c'est destructeur d'avoir perdu ses copains dans une guerre à laquelle ils ne peuvent pas adhérer.
je me suis posé une règle, c'est d'expliquer à chacune et chacun notre démarche, dès le début. Parce que c'est vrai que c'est une société, si je peux parler de la société de la colline, très fermée. Les gens, en fait, il y a beaucoup de gens qui travaillent là-bas qui ne veulent pas le dire à ses familles, qui le cachent, parce que c'est un travail qui est considéré comme déshonorant. Donc, ils sont très aux aguets. Hein. Et en plus, il y a aussi... ce lieu, en fait, il est géré par les mafieux et qui ne veulent pas laisser filmer surtout les enfants, le travail des enfants. Donc, filmer ce lieu était assez compliqué. Donc, il fallait négocier avec tout le monde. J'ai envie de dire que... Évidemment, j'ai dû tout le temps expliquer notre démarche, qu'on n'allait pas publier ça sur YouTube, que c'était pas pour ça, qu'on voulait comprendre ces gens, on voulait documenter leur vie. Mais à un moment, j'étais émue parce que on a vu un petit conflit en fait avec ceux qui géraient le lieu, qui m'ont dit ok, il faut que tu parles à notre chef qui était un mafieux. Et on a parlé. Et j'ai pu le convaincre que c'était vraiment très important de filmer ces gens-là. Et j'étais même un peu émue parce que ce sont des gens quand même qui exploitent ces travailleurs. Ce sont des gens qui profitent du fait qu'ils n'ont pas d'autres moyens de survivre. Mais même eux, ils ont accepté ça. Hein, et c'était vraiment pour moi une petite victoire, même si évidemment il fallait tout le temps continuer, prendre le temps. Mais je pense qu'ils ont le droit aussi, je trouvais ça toujours tout à fait légitime, qu'ils nous demandent des explications, qu'on leur explique qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Donc chaque fois, j'ai essayé de prendre mon temps. S'il fallait s'arrêter, on s'arrêtait et on discutait. Voilà. Mon travail, il est sur des décennies. De paroles et toujours dans une parole où il ne s'agit pas de témoigner, il ne s'agit même pas de donner la parole, il s'agit de faire surgir une parole et que des personnes nous transmettent très simplement ce qu'est leur expérience de la vie tels qu'ils vivent, ce qu'ils vivent. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la dénonciation, on n'est pas dans la plainte, mais on parle de personnes, c'est des personnes dans leur singularité qui s'adressent à des spectateurs, c'est-à-dire à une entité qui est relativement abstraite, ceux qui pourront voir le film dans un espace qui n'est pas défini, dans un temps qui n'est pas défini, mais qui prend sa dimension universelle précisément par là, par le fait que c'est pas défini, et qui parle d'abord à une personne précise, à une personne dans une relation. Et là, c'est la relation avec Lina. Mais ce qui est très frappant, c'est que ça s'est compris quand même très très vite de la part des personnes. Et très très vite, avec une très grande acuité et une très grande précision dans l'énonciation de ce qu'ils avaient à dire. Est-ce que c'est à mettre en rapport avec l'éducation soviétique, post-soviétique, parce que dans tous ces pays, il y a quelque chose qui reste, il y a une marque très, très précise. Je ne sais pas, toi tu pourras mieux le voir, mais c'est sûr que c'est ce qui fait. S'il n'y avait pas eu ça, il n'y avait pas de film. On pouvait toujours filmer des beaux paysages, mais si les paysages ne sont pas habités, pourquoi А муж не пьешь, а 28 лет, это мальчик умираешь, она целый год, каждый
сутка каждый, через год она без ничего напьешь. Не, вообще. Потому что мне мальчик, эй, Худай, почему только мой мальчик умираешь? Это говорит, это муж. А я только плачу, а это, эй, не знаю вообще. Говори легко, а сердце болит. Ой. Cette femme qui raconte ça, qui parle de sa douleur, si on n'est pas dans le temps, on n'est pas dans l'émotion, on n'est pas avec elle. Précisément, hein, là le montage est à mettre avec ce qui s'est passé, est à mettre en rapport avec ce qui s'est passé. La caméra, le fait, c'est pas la caméra comme ça, c'est pas l'outil évidemment, mais c'est la puissance symbolique à laquelle je référais tout à l'heure. Hein. C'est à qui je m'adresse, à une humanité complète, si je puis dire, totale. Et donc il y a une espèce il y a une mise en responsabilité de donner plus que ce qu'on s'attend, que donner plus que découvrir d'une certaine manière en parlant sa propre parole. Ce que moi je trouve incroyable, je te l'ai déjà dit, hein, tu le sais, dans le travail de Denis, c'est que et ce qui a rendu aussi possible ce film, c'est que on ne perd jamais, malgré, voilà, c'est quand même le feu, la fumée, etc. On ne perd jamais cette dimension humaine. Et donc ce purgatoire, c'est pas un purgatoire sublime, comment dire ça, un peu divin, si je peux dire. C'est justement un lieu très très humain. Hein, et quand on voit le feu, quand on voit tout ça, c'est ça aussi le paradoxe et la puissance peut-être par rapport pour revenir à la question du monstre de l'État, de la monstruosité, mais aussi de ce qu'ils disent le personnage, le destin, hein, c'est que c'est à la fois très humain et en même temps c'est impressionnant, mais on ne laisse jamais de côté l'humain en fait. On reste toujours, on le regarde depuis l'humain, avec l'humain. Рэперши, кушай давай. Расчесаться. Pendant le film, c'était une relation que j'ai construite avec lui, qui était très compliquée, pour moi, c'était très compliqué. Je pense que pour lui aussi, c'était une tension en fait qui s'est créée entre nous, parce qu'il me regardait comme quelqu'un qui vient du Caucase, tout en me disant dans les yeux, droit dans les yeux, qu'il tuait les Tchétchènes, et qui se sentait monstre, du coup. Mais par ce même geste, il cherchait comme
de moi la reconnaissance de son humanité. Et c'est vraiment des questions très profondes, je pense, qui se posent et qui se poseront, évidemment, pour tous ceux qui partent à la guerre en Ukraine. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une tragédie inouïe pour tous les victimes ukrainiens, c'est aussi une tragédie humaine pour tous les soldats russes, mais aussi pour toute la Russie. Et c'est d'autant plus douloureux pour moi que j'ai grandi dans l'État putinien, qui était un État raciste, où on pouvait humilier des gens venus de l'Asie centrale, venus du Caucase. Je me souviens très bien de ces manifestations racistes qui ont lieu près de Kremlin quand j'étais à la fac à Moscou. Je ne l'oublierai jamais. Et donc, ce qui est vraiment très douloureux pour moi, c'est qu'on envoie aujourd'hui précisément des gens issus de ces peuples, des peuples non russes, à la guerre en Ukraine. Et c'est inconcevable pour moi. C'est inconcevable quand je vois les Tchétchènes voulant prendre Kiev, alors que ça évoque tellement Grozny, et toutes ces atrocités, ils évoquent tellement ce qui s'est passé en Tchétchénie, que c'est juste inconcevable pour moi. Après, évidemment, je prends la parole aussi au nom de tous ceux qui ne veulent pas de cette guerre, qui ont fui la Russie pour ne pas y participer, ou qui sont juste, ne peuvent pas fuir parce que c'est pas possible pour eux économiquement, enfin bref, qui sont contre la guerre mais qui ne peuvent pas l'exprimer parce qu'on n'a pas de liberté de s'exprimer au Caucase, notamment depuis très longtemps. Et aussi, il existe aussi des Tchétchènes qui combattent du côté des Ukrainiens aussi. Il ne faut pas oublier ça non plus. Donc c'est une guerre très complexe, mais ça me fait quand même mal au cœur. Je ne peux pas ne pas faire cette association. Et j'ai l'impression que le cauchemar que je n'ai pas oublié depuis mon enfance, la guerre en Tchétchénie, et qu'on a retrouvé dans ce film, en fait, qu'on a pu documenter, et c'est réalisé maintenant en Ukraine. Et c'est vraiment très très dur pour moi comme pour beaucoup de gens.